Salut à tous et bienvenue sur i24 News dans Social Blog, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine, on décrypte en images avec nos blogueurs ce qui fait bouger les sociétés. On en parle avec eux. Cette semaine, le retour de celle qu'on doit désormais appeler Madame Myriam Schremer-Khalfon du blog Notes sur Tel Aviv, un blog de décryptage de la société israélienne. Et Myriam, toujours journaliste au Jérusalem Post. Merci d'être avec nous. Avec nous également dans ce social blog, Jonathan Parianti de Roots Israël. Jonathan, vous êtes un blogueur pour qui religion et modernité peuvent cohabiter. Et merci aussi d'être avec nous. Un homme politique très médiatique en Israël, des leggings objet du scandale en Iran et les meilleurs liens des blogueurs, c'est Social Blog. Bienvenue, sommaire en images. Le 22 octobre prochain, les Israéliens vont élire leur nouveau maire et à Tel Aviv, alors que le maire en place a toutes les chances d'être réélu, un autre candidat a beaucoup fait parler de lui pendant la campagne. En faisant du mariage pour tous son combat, rencontre avec Nitzan Horowitz. En Iran, la mode est aux leggings. Ce collant moulant pratique et sexy fait un carton chez les jeunes iraniennes, ce qui ne fait pas plaisir aux plus conservateurs. Focus sur ce phénomène dans le poste. Et enfin, les blogueurs vous présenteront leur sélection de sites à ne pas manquer en fin d'émission. Et pour commencer cette émission, petit tour du monde de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Une salle de concert gonflable en 2 minutes, ça existe, c'est Ark Nova et c'est au Japon, dans les zones sinistrées par le tremblement de terre et le tsunami de 2011. 18 mètres de haut, 36 mètres de large et 30 mètres de long pour 700 personnes. L'acoustique n'est peut-être pas parfaite, mais c'est un moyen de continuer les activités culturelles en mélangeant art contemporain, architecture et design. Se faire recaler devant une boîte de nuit, désormais c'est fini. Oubliez les mauvaises expériences et les soirées qui commencent mal. La municipalité de Tel Aviv a proposé une loi interdisant la sélection à l'entrée des clubs, une pratique qui met simplement en jeu leur licence d'exploitation. Arrêté pour avoir posté une photo d'eux sur Facebook en train de s'embrasser, un jeune couple d'adolescents marocains a eu droit à la casse-prison pour mineurs pour atteinte à la pudeur publique. En attendant leur jugement, ce sont d'autres amoureux marocains qui s'embrassent sur Facebook pour les soutenir. Myriam, votre choix parmi ces 3 infos? Ah bah le bisou marocain, je trouve ça très, très mignon, très sympa. Mignon. Ouais, mignon, Le fait mignon. qu'il soit condamné? Non, la campagne de soutien qui a lieu ensuite, oui, c'est super. C'est à ça que ça sert, les réseaux. Donc c'est super. Jonathan, votre choix? La loi sur les boîtes de nuit qui interdirait donc aux établissements d'interdire des gens, parce que je trouve que c'est complètement injuste de refuser des gens à l'entrée d'une boîte de nuit, des gens qui veulent s'amuser. Donc je pense que cette loi... Pour des raisons de sécurité? Il n'y a pas de raison de sécurité, c'est souvent au faciès, donc bon, c'est une loi totalement injuste. Donc je suis très content que cette loi ait pu enfin être votée. Voilà. Très bien. En Israël, les élections municipales approchent à grands pas et du côté de Tel Aviv, le maire travailliste et progressiste, Ron Huldaï, est archi-favori à sa propre succession. Plus à gauche encore, Nitzan Horowitz se présente pour incarner un Tel Aviv encore plus libéral qu'il ne l'est. Clairement gay, Horowitz est un député ultra-médiatique qui se bat pour le mariage pour tous, sujet de débat en Israël. L'ami Julien Ballot l'a rencontré et c'est le portrait de la semaine. Nitzan Horowitz veut devenir le prochain maire de Tel Aviv. À 48 ans, le candidat du parti d'extrême gauche Meretz n'est pas un novice en politique israélienne. Après un service militaire effectué au sein de la radio de l'armée, il a enchaîné les postes de reporter. Depuis 2009, il est le seul député israélien ouvertement homosexuel. Horowitz et son parti rêvent d'un Israël aussi libéré et ouvert que Tel Aviv. Et pour lui, ceux qui qualifient la ville blanche de bulles se trompent. Tel Aviv est un concentré de la société israélienne. À Tel Aviv, on trouve tout. On trouve les plus riches et les plus pauvres. On trouve les religieux, on trouve les laïcs. On trouve une communauté gay et très active et on trouve une communauté traditionnelle, si vous voulez. Il y a tout. Il y a les juifs, il y a les arabes, il y a tout. Donc, Tel Aviv, c'est vraiment la ville la plus israélienne qui existe dans ce pays. En Israël, le mariage civil n'existe pas. Une situation absurde pour Horowitz. Politiquement, il saisit cette occasion pour démontrer qu'il se bat autant pour le droit des gays que celui des hétéros contraints de se marier à l'étranger. Pour faire passer ses idées, cet expert en médias a célébré les premiers mariages homo pour la photo et aussi marié symboliquement les couples en dehors de toute cérémonie religieuse. Les gays, ça fait juste une petite portion
du problème général. En Israël, comme il n'y a pas de mariage civil, il n'y a que de mariage religieux, donc il y a des dizaines, des centaines de milliers de citoyens israéliens qui ne peuvent pas exercer leurs droits de base de mariage ou de créer une famille dans leur propre pays. Légalisé en France, en Espagne et encore plus récemment en Angleterre, le mariage gay est toujours interdit en Israël. Mais il fait encore débat. Il rencontre une forte opposition des communautés religieuses, mais aussi de la majorité traditionnaliste. Ici, la famille dans ce pays est très importante. Donc, c'est important pour tout le monde. Donc, ici, les couples gays, par exemple, les couples homosexuels, ont parfois 3 à 4 enfants par famille. C'est beaucoup, hein. Pour Cyril Amar, analyste politique, Horowitz est un représentant de la nouvelle vague de la politique israélienne. Nitzan Horowitz, il fait partie de cette nouvelle génération de quasi-quinquagénaires qui ont fait une carrière talentueuse dans les médias et qui sont précipités en politique. On a le cas de Yair Lapid, qui est devenu ministre des Finances, de Sheli Yachimovitz, qui est chef de file des travaillistes. Donc ils ont beaucoup de talent, ils connaissent bien le terrain, mais en même temps ils n'ont pas beaucoup d'expérience politique. Nitzan Horowitz est arrivé en 2009 en politique. C'est la première fois qu'il a été élu sur une liste du parti Meretz à la Knesset. Mais il reste quand même très associé au microcosme de Tel Aviv et à un Israël ultra laïque qui, à mon sens, n'est pas tout à fait représentatif de ce qu'est réellement la société israélienne. Je suis un homme politique sérieux. Je m'occupe de tout le sujet, pas seulement de la communauté gay ou de questions des homos ou des lesbiennes, etc. Donc, il y a aussi ma vie privée. Je suis le maire de tout le monde, les gays, les non-gays, les juifs, les arabes, les ultra-orthodoxes, les laïcs, tout le monde, les jeunes, les vieux. C'est ça ma vocation. Alors on vous a demandé à tous les deux d'être sur ce plateau aujourd'hui parce que vous vous mariez les deux au mois d'octobre. Myriam, vous avez dû aller du côté de l'étranger pour vous marier et Jonathan, vous faites un mariage purement religieux. Est-ce que pour vous, Jonathan, c'est important de garder cette caractéristique israélienne du mariage uniquement religieux ? En Israël, nous sommes dans un État juif dans lequel le fondement de la société et donc des couples qui se marient se fait selon la tradition juive du mariage juif avec tout ce qui l'entoure. Mais aussi un État démocratique. Et aussi un État démocratique, ce qui n'est pas du tout antinomique. On peut très bien avoir un État démocratique, mais dans lequel certaines règles qui découlent directement de notre Sainte Torah sont appliquées dans notre pays, qui est Israël, qui, je vous rappelle, est un État qui a été transmis depuis déjà des générations et des générations avec les lois qui nous ont été données. Myriam, j'imagine que vous n'êtes pas du tout d'accord. Non, évidemment, je trouve que c'est complètement antinomique de dire on est juif et démocratique. En attendant, si vous voulez vous marier, vous n'avez qu'une seule option, c'est de se marier de façon juive et de façon orthodoxe, il faut bien le dire. Il y a plusieurs courants dans le judaïsme qui ne sont pas reconnus par nos autorités ici. Moi, je me suis mariée de façon... Chez les libéraux, ce qu'on appelle le courant libéral dans le judaïsme, c'est-à-dire que du point de vue... Un mariage pas reconnu, donc... Un mariage qui n'est pas reconnu par l'État, je vais devoir me déplacer à l'étranger pour faire reconnaître mon union. Et je ne vois pas en quoi c'est démocratique une telle pratique. Non, je ne vois pas en quoi Myriam, tu aurais très bien pu, je te connais un petit peu, donc je me permets, tu aurais très bien pu, toi-même étant juive, et ton mari, donc étant juif lui aussi, passer sous la roupa en passant par la rabbanoute sans aucun souci. Mais je ne me reconnais pas dans la rabbanoute. Alors ça, c'est un autre problème. Alors il faut quand même rappeler que c'est un Israélien sur 5 qui va à l'étranger pour se marier. Est-ce que ça pose des problèmes ? Mais c'est énorme, c'est des frais incroyables pour des couples de devoir partir à l'étranger. Et encore, moi, je suis dans une situation privilégiée. J'aurais pu, comme tu dis, passer sous la roupa avec un rabbin qui appartient à la rabbanoute. Mais quelqu'un qui n'est pas considéré comme juif légalement par la rabbanoute, quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier. Rabbanoute, c'est les autorités religieuses. Oui, tout à fait. Ici, on est inféodé à nos services religieux. Maintenant, bien sûr que Israël est un État particulier. Bien sûr qu'on n'est pas un État laïque, mais on n'est pas non plus une théocratie. Donc, à partir du moment où on s'estime démocratique, on donne le droit à tout le monde de se marier comme bon lui semble. C'est un droit fondamental. La loi revient constamment à la Knesset pour ce mariage pour tous, un mariage donc pour les couples de même sexe et aussi mariage laïque, civil. Est-ce que pour vous, le fait qu'elle ne soit jamais votée prouve que finalement les Israéliens n'en veulent pas dans leur grande majorité, c'est-à-dire hors Tel Aviv ? Il y a une réalité, vous l'avez très bien décrit, un mariage sur 5 se fait à l'étranger pour des raisons multiples. Et ce n'est pas seulement que des raisons, c'est pas seulement la raison qu'il ne va pas passer par la rabbanoute. Il y a une multitude de raisons qui font que beaucoup de couples se marient à l'étranger. C'est une réalité, on ne peut pas la nier, elle existe. En Israël,
c'est une société quand même assez ouverte. On est vous que, me connaissez bien. On est des gens quand même qui pouvons discuter, on peut discuter entre eux. Mais dès lors qu'on remet en question, encore une fois, le fondement même de la tradition, ce qui nous en tout cas, moi en tant que juif, est l'essence même de notre religion et de notre transmission. Parce qu'il faut parler de transmission. On a un patrimoine. Et ce patrimoine-là, moi, en tout cas, je pense à mes enfants. C'est même pas à moi que je pense, c'est à mes enfants. Et je veux transmettre. Mais fait une réaction. Je veux transmettre tout ça. Je pense à mes enfants. Tes enfants auront l'éducation que tu veux leur donner, et mes enfants auront l'éducation que je veux leur donner. Permets-moi, Myriam, de penser que pour mes enfants, je ne veux pas leur transmettre une société dans laquelle on ne sait plus qui est qui et qui est quoi. Je veux leur transmettre un pays dans lequel les traditions sont respectées et le patrimoine est respecté. J'ajoute pour terminer que les mariages homosexuels contractés à l'étranger sont reconnus par l'État. C'est une absurdité. Israël, ce qui est un paradoxe. Ça s'appelle le fait qu'on ne soit pas tous pareils. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Le débat continuera sur la page Facebook de Social Blog. En Iran, l'élection de Rouhani a fait naître l'espoir de plus de liberté pour la jeunesse, une jeunesse iranienne qui succombe à la mode des leggings. Anodin en Occident, le port du legging sonne en Iran comme un défi au régime des mollahs. On fait le point sur ce phénomène dans le post de Léa Cohen-Robineau, mise en image par Raphaël Cohen. Une nouvelle menace pour les dignitaires religieux est arrivée en Iran. La République islamique impose à la population féminine un accoutrement qui ne permet que peu de fantaisie, un pantalon large, un long manteau et un voile. Et pourtant, les Iraniennes sont réputées pour leur sens du style. Mais dernièrement, elles ont décidé d'outrepasser les limites et la police de la pudeur n'a qu'à bien se tenir. L'arme du crime, c'est bien lui. Effrayante tenue que voilà, la bataille ne se joue pas que dans les hautes sphères de l'État, mais bien sur la toile. Iraniens conservateurs et libéraux se disputent par Facebook interposé où deux groupes ont été créés, celui des amoureuses du legging qui postent leurs photos et celui des anti-caleçons en question, où l'on déclare même que soutenir le legging, c'est soutenir le libertinage. Une logique bien rodée et surtout d'une très grande finesse. Et si la police de la pudeur les arrête pour les emmener dans des camions et les obliger à se changer, les femmes ne se dégonflent pas. Elles l'ont dit, le legging coûte certes moins cher que le jean, mais il leur permet aussi de se sentir élégantes et de se sentir libres. C'est ça qui n'a pas de prix. Elle nous a rejoint pour en parler, la fashionista de la bande, Morgane Porto-Courage de l'excellent blog de Léopard Legs qui est avec nous et qui a remplacé Jonathan. Merci Morgane. Bonjour Morgane. Alors Morgane, première question, sexy ou pratique le legging dans le monde de la mode? Alors le legging pour moi c'est quelque chose de plutôt pratique que sexy. D'accord, c'est vraiment quelque chose que je mets pour aller au sport, pour faire le ménage. Je reconnais que c'est très pratique. Maintenant, les Israéliennes, je vois qu'elles ont tendance à en porter très souvent à la place des pantalons. Et c'est pas toujours très flatteur, c'est un petit peu transparent. Alors, est-ce que pour les Iraniennes, ça a un autre sens? Alors, les Iraniennes, c'est un autre contexte. D'accord, elles doivent en général porter des vêtements amples et larges qui cachent le corps. Donc forcément, quelque chose de très près du corps et de moulant, tout de suite, c'est plus affriolant. Donc c'est quelque chose de pratique donc pour elles. Voilà, de plus provocateur surtout. D'accord. On a vu cette semaine cette campagne sur Internet où les Iraniens répondaient à Bibi qui disait que les Iraniens ne pouvaient pas porter de jeans et ils portent des jeans et ils l'ont montré partout sur Internet. Est-ce que là, alors le jean, il n'y a aucun problème. Alors est-ce que le legging, ça pose un problème visiblement? Est-ce qu'on est dans un double discours, Myriam? Je pense que comme d'habitude, on est dans l'ambivalence iranienne, de dire voilà, on est un petit peu moderne, on est un petit peu libre, etc. Mais comme on voit, ça a des limites très bien définies. Je pense qu'il y a une grande différence entre la population jeune qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de faire partie Téhéran, des villes, population urbaine qui a envie de se faire plaisir et qui a envie d'être dans le coup, d'être plus libre, et le régime qui fait son offensive de charme en ce moment, et la campagne du jean, ça en fait quand même beaucoup. Je précise quand même que les jeans c'est plus large et le port du jean slim qui est lui pour le coup plus moulant est prohibé également. D'accord. Donc voilà, ça reste quand même dans une certaine logique malgré tout. Et est-ce que ça vous surprend l'ampleur du phénomène et du soutien sur Facebook? Non, moi je trouve ça très bien. Je trouve toujours que le vêtement c'est un moyen aussi d'exprimer un désaccord et une révolte aussi de la société jeune et moderne en Iran par rapport au gouvernement. Aussi par rapport au désaccord qu'il y a entre le discours du nouveau président iranien et dans les faits ce qui se passe. Lui s'est déclaré manifestement ouvertement contre la police des mœurs et tout ça, la répréhension du vice et pour la pudeur. Mais en même temps, il va dire aux jeunes, respectez quand même les traditions, habillez-vous de manière un peu plus ample et plus couverte. Très bien, merci. Dans Social Blog, chaque semaine, on vous conseille les meilleurs sites et les blogs à consulter. C'est maintenant et c'est le coup de clic. On commence avec votre choix, Morgane. Alors moi, cette semaine, j'ai choisi de présenter le site Drepti.
C'est un site en fait de 2 jeunes israéliennes qui présentent la mode et les créateurs israéliens. Donc elles parlent de toutes les ventes privées qu'il y a chaque semaine et également elles mettent en avant de nombreux créateurs israéliens de manière internationale. D'accord, très bien. Du côté de Myriam, votre choix? Alors moi, c'est Les Martiennes. C'est un blog qui s'écrit donc en France, à Paris. C'est 2 journalistes qui choisissent chaque semaine de décortiquer un petit peu l'actualité, la couverture médiatique, surtout ce qui se fait par rapport aux femmes et de dénoncer un peu les propos machos un peu qui ont lieu sous la table comme ça en passant. Il y en a beaucoup. France, voilà. Il doit y avoir du travail. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de clichés qui sont quand même encore présents. Les Martiennes. Les Martiennes. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci à Jonathan aussi. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Les liens de Myriam, de Morgane, les adresses des blogs, les coulisses de l'émission, c'est sur la page Social Blog. Le débat a été animé, donc n'hésitez pas à le continuer sur Twitter, Facebook, prolonger le débat. On se retrouve la semaine prochaine, même heure pour un best-of de Social Blog. Et d'ici là, restez connectés.